Alors on a parlé des techniques sportives, mais ce qui m'a intéressé aussi, poussé d'ailleurs pour tout vous dire par la revue Esprit, hein, ce qui m'a intéressé aussi, c'est quand même l'histoire du sport, que j'avais abordé de manière un peu rapide, mais déjà assez attentive quand j'enseignais à l'ENSEP dans les années 70. Et puis un beau jour, en discutant avec la directrice des éditions textuelles, Marianne Théry, un beau jour, Marianne me dit ben, pourquoi ne pas essayer que vous nous parliez comme ça de votre intérêt pour le sport. Parce qu'elle avait toute une collection qui s'intitulait Passion 2. Alors elle avait fait Passion Bach, Passion Zola, Passion Proust. Et elle me dit ce serait intéressant de faire Passion Sport. Mais elle, son idée, qui était d'ailleurs tout à fait respectable bien entendu, c'était de montrer la passion que je pouvais avoir pour la pratique aujourd'hui. Et là, j'ai dit non, ce qui serait intéressant, parce que ça n'a pas vraiment été fait, c'est de reprendre une histoire qui traverse largement le temps. Ça n'a pas été fait, il faut le dire vite, parce qu'il y avait quand même ce livre, il y avait quand même quelques ouvrages, mais il y avait ce livre de Jusserand, qui avait été écrit au début du XXe. Jusserand était un diplomate, il avait été ambassadeur à Londres, c'était quelqu'un vraiment d'assez remarquable, un grand érudit. Et en 1903, il avait fait ce livre qui s'intitulait les jeux d'exercice dans l'ancienne France. Vous voyez. Alors lui, il se posait comme question, c'était pas du tout inintéressant, il se posait comme question le fait que la France, qui avait été écrasée en 70 par les Allemands, et qui s'autocritiquait en disant nous ne sommes pas assez intéressés aux activités physiques, nous n'avons pas une armée suffisamment forte, etc. Et Jusserand disait non, détrompez-vous, les jeux d'exercice ont toujours existé en France, ils ont été importants, etc. Donc ce texte que j'ai lu vraiment avec beaucoup d'attention est loin d'être inintéressant. Mais mon idée était un petit peu différente. Mon idée, c'était de montrer, en m'inspirant d'ailleurs entre autres d'Elias, hein, mon idée, c'était de montrer que les jeux anciens ont toujours été présents dans les sociétés occidentales, Angleterre, France, etc. Mais l'intérêt qu'ils présentent est que, et c'est un intérêt pluriel si vous voulez, l'intérêt qu'ils présentent, c'est que d'abord, ils toléraient beaucoup plus de violence qu'aujourd'hui. Et ça, c'est pas étranger à ce texte magnifique d'Elias et de Dunning sur la façon dont les jeux eux-mêmes se sont en quelque sorte orientés vers une relative distanciation des corps, une relative mise à distance des violences, tout en entretenant une violence possible qui tolérait finalement la possibilité pour les uns et les autres d'exulter leur propre passion intérieure. Donc il y avait ça comme première idée. Il y avait comme deuxième idée le fait que les sociétés anciennes, pour des raisons qui sont liées à leur propre dispositif administratif, politique, etc., ne peuvent pas faire exister du sport, qui lui suppose à la fois des possibilités de voyage, des uniformisations, si je peux utiliser ce mot, de règlement, qui suppose aussi des organisations financières susceptibles de faire exister ce qu'on appelle aujourd'hui des fédérations, qui puissent unifier les règlements d'une région à l'autre. Vous voyez, les jeux anciens, ce sont des jeux dispersés, avec des règlements qui changent selon les vallées, qui changent selon les terroirs. Et puis, avec une autre, comment vous dire, autre contrainte, c'est que la société ancienne ne tolère pas le fait que tous les joueurs puissent se confronter les uns les autres. Un noble, il ne joue pas avec un vilain. Et un vilain, il ne joue pas avec un bourgeois.
Et de surcroît, les femmes ne peuvent pas jouer, ou en tout cas si elles jouent, c'est sur des épreuves qui sont extrêmement particulières, marginales, etc. Donc voilà, ça fait toutes ces questions-là. C'est-à-dire que finalement, en montrant comment les jeux se dispersent dans l'espace et dans le temps, vous révélez des dispositifs sociaux. Et ça m'intéressait beaucoup. Vous voyez, parce que, par exemple, ce qui avait été aussi d'ailleurs travaillé par Elias, par exemple la soule, qui est l'ancêtre du rugby en France, mais en Angleterre aussi, c'est un jeu d'une violence absolument folle, qui tolère les blessures, qui tolère le fait de traverser les champs et les gens sans problème, mais qui change selon les régions, avec le type de ballon, le type de règlement, etc. Mais c'est la violence qui est au cœur. De même, si vous prenez des exemples plutôt militaires, le tournoi médiéval, c'est un tournoi qui consiste à essayer de prendre l'adversaire pour le faire quasiment prisonnier. C'est un jeu, hein, pour le faire quasiment prisonnier, mais en tirer de l'argent en même temps. Donc c'est assez compliqué, c'est presque une sorte de guerre, vous voyez, mais qui est sur le mode ludique. Donc, là encore, il faut prendre une distance par rapport à ça. C'est notre type de sensibilité. On n'arrive même pas à imaginer, nous, aujourd'hui, que ce genre de jeu puisse avoir lieu avec des blessures terribles. La lance du cavalier médiéval, c'est quand même pas rien. Vous voyez. Bon. En plus, le mot cavalier, c'est un mot nouveau. C'est-à-dire que le chevalier, c'est pas cavalier. Et cavalier, c'est une invention du 16-17e où, au fond, l'individu sur le cheval commence à faire des volts, il commence à rentrer dans des dispositifs subtils sur la commande du cheval, qui n'est pas du tout la commande du chevalier, lequel utilise la lance, et frontale, etc., ou la joute médiévale. Et puis on voit où la joute médiévale n'a rien à voir, si vous voulez, avec les joutes qui vont avoir lieu au XVIIe. La joute médiévale, c'est indiscutablement l'affrontement, lance contre lance, des adversaires. Et on sait bien que Henri II, en 1559, en meurt, avec une lance qui lui rentre dans l'œil, vous voyez. Donc, voilà. Donc, l'enjeu, c'était ça. Alors, comment ai-je fonctionné ? J'ai pris précisément les pratiques anciennes qui sont les tournois, les joutes, ce que j'évoquais concernant la soule, les combats de rugby, également la lutte. Vous voyez, j'ai pris les jeux anciens avec leur dispersion sur les territoires, avec leur règlement complètement ouvert, et puis avec insensiblement des interdits qui arrivent. Autrement dit, pour prendre des exemples très simples, dans la joute, le premier changement, c'est essayer de relever la lisse pour que l'attaque de la lance soit de plus en plus ciblée et non pas ouverte sur l'ensemble du corps. Donc en fait, on règle la violence. Et puis ensuite, c'est rentrer insensiblement dans des procédures d'interdit, parce que ça devient trop inquiétant et trop dangereux. Vous savez, des gens qui meurent. Bassompierre raconte qu'il a eu son ventre transpercé, vous voyez, par la lance. Et vous avez aussi un travail sur la lance. Auparavant, elle est d'abord pointée avec du fer, et puis ensuite c'est du bois. En plus, progressivement, elle est creusée, donc elle peut casser, vous voyez. Donc il y a tout un travail là que je trouve extrêmement intéressant sur la violence dans la société occidentale. Et continuons. Insensiblement, elle va être interdite. Vous avez des descriptions extraordinairement évocatrices, avec des gens qui pleurent, comme en disant c'est pas possible que le sang coule comme ça, alors que c'est du jeu, et donc interdit. Alors qu'est-ce que c'est que l'interdit ? On n'affronte plus lance contre lance des adversaires, qui d'ailleurs progressivement avaient de véritables armures de joute pour que la lance puisse glisser sur le poitrail et le fer, et vous avez l'installation, c'est magnifique comme question, et vous avez une installation où l'adversaire n'est plus une personne, mais devient un objet. Alors autrement dit, l'enjeu, c'est de rentrer la lance dans une bague, ou c'est de taper ce qu'on appelle un faquin, autrement dit, une statue de bois que vous essayez de renverser. Mais le faquin, pendant longtemps, il peut être dangereux parce qu'il tourne. Alors vous avez, pendant quelque temps, des faquins qui peuvent se retourner contre vous si vous les attaquez d'une certaine manière et vous renverser. Donc vous voyez, la violence, elle est diminuée, mais elle n'est pas totalement effacée. En même temps, en revanche, dans les grands carrousels du XVIIe, je pense en particulier au carrousel de Louis XIV, ce sont des carrousels où il s'agit de renverser des têtes ou de faire passer la lance dans la bague.
Pourquoi cet objet demeure-t-il intéressant? Parce que, au-delà de la question technique qui consiste à éloigner insensiblement la violence, il y a un autre problème qui se pose. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais il faut l'évoquer de manière plus sérieuse. C'est la question sociale. Et lorsque vous voyez comment un carrousel s'installe sur les places qui ont conservé leur nom d'ailleurs à Paris, vous voyez que la manière de constituer les équipes n'a rien à voir avec la démocratie que nous avons inventée. Et que la constitution des équipes, elle est liée, évidemment, à la force de la noblesse. Donc Louis XIV, il constitue une équipe qui n'est pas du tout prise comme ça à la vaille comme te vaille. C'est une équipe faite avec des gens absolument compétents. Et de surcroît, parmi les valeurs qui sont en quelque sorte prises en compte, vous avez quelque chose qui est complètement inattendu, c'est l'élégance du geste. Alors, qui remporte l'élégance du geste? C'est pas la peine de chercher longtemps, ça ne peut être que Louis XIV. Donc, vous voyez, les jeux vous révèlent en même temps des dispositifs qui sont culturels et qui sont sociaux, et qui vont jusqu'à la façon dont on les évalue et dont on les valorise. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéressait, bien entendu, c'était cela. Et puis après, voir insensiblement comment émergent quand même des jeux qui peuvent dépasser uniquement la vallée. Et donc, on voit des sociétés de tir qui s'installent au XVIIIe, même si ces sociétés de tir, elles sont quand même dirigées par des gens qui sont nommés, et pas du tout par des gens qui sont élus, et donc ne peuvent être nommés que le noble de service, si je peux dire les choses comme ça. Mais vous commencez à voir des rencontres annuelles qui permettent de se confrontent, des régions différentes, des villes différentes. Donc là, ça s'enrichit, vous voyez, au XVIIIe, avec des possibilités de déplacement qui jusque-là n'existaient pas, même si le dispositif rigide social, lui, ne disparaît pas. Et puis, insensiblement, s'installent des formules que j'ai retrouvées quand je travaillais sur la fatigue et qui sont très très importantes. Ce sont des formules qui prennent en compte ce qui jusque-là ne l'était pas. Par exemple, le temps. Vous voyez, quel est le temps que vous mettez pour faire le tour de l'étang du château de Versailles, qui est un étang gelé. Alors on commence à avoir des temps. Ils mettent 4 minutes. Ah non, lui, il met 3 minutes 50. Et vous installez de manière insensible quelque chose qui est de l'ordre de l'évaluation contemporaine. Donc le jeu vous montre comment, à partir de dispositifs sociaux, de dispositifs culturels, de dispositifs techniques, de dispositifs gérant la violence, comment insensiblement vous entrez dans des perspectives qui commencent à être contemporaines. Alors je vais très vite quand je dis ça, mais ce qui me paraît aussi tout à fait important, c'est le fait qu'avec le temps, et en particulier c'est le cas du XVIIIe qui le montre très bien, s'installent des pratiques qui étaient impensables auparavant, liées à l'affirmation individuelle. J'étais très sensible à ça. C'est le fait que la montagne se met à exister alors qu'elle n'existait pas. La montagne, traditionnellement, c'est un lieu complètement stérile, c'est un lieu dangereux, c'est un lieu du froid, c'est un lieu de mort. Et puis l'affirmation individuelle, le fait de s'affronter, le fait de se donner des défis, le fait d'avoir le sentiment que si on affronte, on se grandit. Ça, c'est l'invention du XVIIIe. Et donc le Mont Blanc, qui n'existait pas, se met à exister. Vous voyez, Bénédicte de Saussure, en inventant le Mont Blanc, entre dans quelque chose qui commence à être notre propre territoire. Voilà. Alors, on peut tirer le fil, et se rendre compte que c'est pas forcément la victoire d'abord des individus, c'est plutôt le 19e, c'est plutôt l'hippodrome, le cheval, la compétition. Mais la compétition des hippodromes, dans un texte qui est absolument magnifique, que j'ai beaucoup utilisé, qui est ce texte de 9 volumes qui s'intitule « Les Français peints par eux-mêmes », qui est l'ancêtre de la sociologie, qui date des années 40. 9 volumes, hein. Donc ils décrivent les instituteurs, les médecins, vous voyez, c'est une sorte d'effervescente de cas sociaux, de dispositifs sociaux, sans du tout qu'il y ait encore l'image des prolétaires, des patrons, c'est pas ça, mais bon, c'est une distribution totale des rôles. Bon, bah, vous commencez à avoir le sportsman. Le sportsman, c'est celui qui se balade avec un chronomètre sur la poitrine à 40 et qui calcule quoi? Bah, la vitesse des chevaux, vous voyez. Et ça va progressivement glisser.
Et on va voir que ce n'est pas seulement la vitesse des chevaux, c'est la vitesse des individus, la course qui va commencer à émerger. Et la course qui va émerger avec des dispositifs sociaux qui n'existaient absolument pas auparavant, qui sont les clubs. Et comment le club peut-il exister? Comment peut-il exister? Parce que s'invente indiscutablement avec le 19e, aussi bien en France qu'en Angleterre, quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie. Autrement dit, le club. Évidemment, on peut choisir les gens qui viennent, mais en même temps, aussi, on est ouvert. Donc, dans le club peuvent participer des gens différents. Et le club, il s'installe sur un dispositif qui est celui du vote. Le premier dispositif qui fait penser au club, c'est le cercle de lecture des années 30-40. Le cercle de lecture, c'est un lieu de lecture, bien entendu, mais où on élit le président, où on élit le trésorier. Et donc là, vous entrez dans quelque chose qui commence à être de l'ordre de la démocratie. Et le club, c'est ça. Et puis ensuite, le club, vous voyez, c'est un lieu où les individus peuvent élire ceux qui vont les représenter dans l'échelle au-dessus, c'est-à-dire la région. Et puis la région va monter et représenter quelqu'un qui est élu pour représenter cette fois un ensemble qui est la fédération sportive. Et la fédération sportive s'invente donc, à mes yeux, dans les années 80-90 du 19e, sur un mode démocratique. Donc nous sommes passés de jeux qui sont des jeux exclusifs à des jeux qui sont progressivement des jeux intégrants et qui font exister le sport d'aujourd'hui, avec des règlements qui s'unifient, avec des rencontres qui peuvent supposer des voyages possibles en passant d'une vallée à l'autre, la fin des terroirs, le grand livre de Jean Weber, la fin des terroirs. Vous voyez, c'est un livre magnifique et qui permet de faire exister le sport, avec, j'ajoute, bien entendu, la préoccupation technique sur laquelle je n'entre pas, etc., et qui ne fait que grandir, parce que s'y ajoute bien d'autres choses. Le sport ne peut exister que si du temps s'installe, et le temps n'est possible que si le loisir s'invente. Le grand livre d'Alain Corbin, l'invention des loisirs. Et l'invention des loisirs, c'est avoir du temps pour soi pour pratiquer, mais c'est aussi avoir du temps pour soi pour regarder. Donc il y a du spectacle qui va, vous voyez, et tout le 20e, c'est ça. C'est à la fois l'ouverture démocratique à ce type de pratique, le temps qui est gagné, et le spectacle qui s'impose avec des complications sans fin sur le fait de pouvoir vendre le spectacle, etc. Moi, je prends un exemple qui est totalement, que j'utilise beaucoup dans ce livre que j'ai appelé Passion Sport. Je prends un exemple qui est extrêmement révélateur de ce que est le sport aujourd'hui, même si cet exemple date du début du XXe siècle. La grande invention de Desgranges, Henri Desgranges, le propriétaire d'un journal qui s'appelle L'Auto, la grande invention, c'est celle du Tour de France. Alors on va dire, oui, Desgranges, il invente le Tour de France, c'est bien, c'est quelqu'un qui a il commence à comprendre ce que c'est que la compétition, le plaisir de... Oui, mais c'est infiniment plus compliqué et infiniment plus révélateur. Pourquoi Desgranges invente le Tour de France? Parce que le Tour de France lui permet pour la première fois de raconter ce que le spectateur du bord des routes ne voit pas. Donc le Tour de France, dans son journal, ça devient un objet de récit. Et ce récit peut être excitant. Et ça crée un nouveau type de ce que j'appellerais moi des logiques narratives. Vous voyez? Avec des héros, des exploits, des comparaisons. Petit A. Petit B. Si j'arrive à capter du public, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vendre mon journal à des annonceurs. Et donc, mon journal va gagner encore davantage. Et je vais vendre des annonceurs en rapport avec le vélo, certes, mais pas forcément. Je peux vendre des annonceurs sur des notions capillaires, etc. Vous voyez? Et on voit que Desgranges, il invente quelque chose que la télévision fait aujourd'hui en vendant ses images. Ou en les achetant, enfin, en achetant l'épreuve pour la représenter et en vendant. Vous voyez? Donc le sport, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant qu'on imagine.